Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Bah, voilà, le jour est arrivé, hein. Je vais bientôt revendre la Model S. Normalement elle part demain, j'ai un acheteur qui vient la voir demain. Et donc je l'ai faite toute belle, elle est propre, et je l'ai pas lavée souvent j'avoue, mais là elle est toute propre. J'ai passé l'aspirateur dedans, donc elle est vraiment tip top. Et moi je voulais parler dans cette vidéo des points positifs et négatifs, hein. Pourquoi est-ce que on pourrait craquer pour une Tesla Model S plutôt qu'une Model 3 par exemple, parce que moi j'ai dû faire le choix, hein. Pourquoi est-ce que je pars finalement sur un Model 3 et pas la Model S? Je pourrais en parler une prochaine fois, mais en tout cas là le but c'est de vous donner les points positifs et négatifs d'une Model S. Et je parle d'une Model S de 2015, donc pas forcément les derniers modèles, hein, parce que une Model S Plaid ça n'a rien à voir, hein, forcément, mais on peut se poser la question, hein, entre une Model 3 récente ou quasiment neuve et une Model S d'occasion, parce que les tarifs sont assez similaires. Voilà, donc avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vais refaire une vidéo donc sur la Model S et je vous dirai pourquoi est-ce que je fais j'ai décidé de vendre la Model S et pas la Model 3. Et on va attaquer là directement sur les points. Alors je vais commencer par les points positifs. Pourquoi est-ce que faudrait mieux partir sur une Model S par rapport à une Model 3? Chacun va avoir, on va dire, un coefficient, hein, qui va dire ça c'est plus ou moins important pour moi. Le premier, je me suis fait une petite liste, hein, c'est le chargeur, le superchargeur gratuit. Donc forcément, superchargeur gratuit dit aussi on paye plus du tout ces trajets si on fait que de la supercharge. Moi c'était pas le cas, hein. J'ai chargé principalement, vous le savez pour certains, dans les bornes gratuites de ma ville, parce que j'ai la chance d'avoir des bornes gratuites où on charge sur une prise type Green Drive, de Green Up, pardon. Et donc je charge principalement là-bas. Par contre j'ai fait quand même des supercharges, parce qu'à chaque fois que je me déplaçais je superchargeais, et donc supercharge gratuite, on paye plus du tout donc ces charges. Et donc pour quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres, ça peut être très très intéressant. Supposons qu'on fasse, je sais pas moi, 40 000 km à l'année, vous faites le calcul, hein, 40 000 km ça représente combien? Ça représente à peu près, je dirais 4 000 euros si on fait du 10 litres, 10 euros au 100 km, sachant que là c'est plus, hein, maintenant on est plutôt sur 12 euros au 100 km. Donc si j'arrondis, c'est entre 4 et 5 000 euros pour faire 40 000 km. Donc là c'est déjà ça de gagner, rien que le fait d'avoir cette voiture là. Et si vous la regardez 2-3 ans, c'est 8 000 euros. Au bout de 3 ans, c'est presque 12 000 euros d'économiser, si jamais vous n'avez pas de soucis, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le premier point positif. Deuxième point positif, cette voiture, donc celle que j'ai choisie, a un chargeur double. Donc quand on est sur des bornes, hein, qui sont annoncées comme avec 22 kW, elle charge vraiment à 22 kW et pas 11 kW comme avec la Model 3, parce que c'est limité. Voilà. Un autre point intéressant que j'ai sur cette voiture, c'est une option. J'ai l'autopilote amélioré, donc qui permet donc de faire le dépassement juste en actionnant donc le clignotant. Et donc il n'y a pas d'action à couper l'autopilote, à le réenclencher quand on a dépassé, etc. Avec la Model 3, quand on veut dépasser, on met le clignotant, ça coupe l'autopilote, on est obligé de réenclencher derrière. Donc Tesla fait ça de manière à ce que ils puissent vendre des EAP, hein, des autopilotes améliorés. Et donc moi celle-ci elle l'a. Elle a également le summon. Donc le summon, c'est la possibilité de sortir la voiture du parking, enfin de sa place de parking, sans avoir à être dans la voiture quand on est dans une place un petit peu étriquée. Et donc ça aussi, il y a beaucoup de Model S, hein, qui en sont équipés, qui ont pris l'option. Donc regardez, hein, ça peut être intéressant aussi si vous avez cette option. Un autre point toujours lié à l'autopilote. L'autopilote, je trouve qu'il est mieux géré que dans la Model 3. C'est-à-dire que sur la Model 3, régulièrement, il faut mettre des petits coups de volant à peu près toutes les 30 secondes, hein, pour dire qu'on a bien la main
sur le volant. Sur celle-ci, en fait, c'est beaucoup moins sensible. On a juste à... Enfin, moi, je peux le tenir comme ça. En fait, il détecte déjà que j'ai la main sur le volant. Et il n'y a pas besoin de faire des petits coups comme ça. Et sur le modèle 3, c'est vraiment le cas. Il faut mettre des petits coups pour dire, bah voilà, je suis derrière le volant. Sur la modèle S, c'est beaucoup mieux fait aussi à ce niveau-là. Voilà. Un autre point fort de cette voiture, hein, c'est la place, l'espace à bord. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu hein, un coffre avec un haillon. Ça permet vraiment de charger beaucoup plus. On a aussi un frunk, hein, un sous-coffre également. Donc en termes de volume, si je ne me trompe pas, c'est plus de 800 litres. Et 800 litres, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir avec un monospace. Alors bien sûr, c'est compartimenté. On peut pas mettre 800 litres d'un coup, hein, mais dedans, j'ai pu mettre une télé 75 pouces, ça rentre en fait. Il n'y a pas de souci, ça rentre dans la voiture. Il faut juste rabattre les sièges et ça reste en fait une voiture très grande. Je viens de montrer en fait à ma voisine l'espace qu'il y avait à l'intérieur et en fait ils sont une famille, ils sont tous assez grands. Elle fait plus d'1m80. Elle est montée à faire, il y a vraiment de la place dans la voiture et donc ça c'est aussi un gros plus de la voiture. C'est si vous avez besoin d'espace, bah c'est sûr que ça sera plus grand qu'une modèle 3, notamment à l'arrière. Je peux d'ailleurs vous montrer un petit peu pour illustrer, ça vous permettra de voir hein. Hop, voilà, donc là je me mets à l'arrière, le siège est réglé un peu, enfin il est en position en fait de easy entry, donc il est reculé. Normalement il faut que l'avancer un petit peu et donc là j'ai vraiment de la place pour les jambes, il n'y a pas de souci. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, et au niveau de la tête par contre c'est un peu bas. Alors moi j'ai pas de souci, mais la dernière fois quand j'avais fait le test avec Rémi sur la Highways, lui il faisait 1m85 je dirais, et sa tête est touchée un peu là. Donc faut pas être trop grand à l'arrière par contre. Mais au niveau des jambes c'est pas mal. Voilà, et l'avantage aussi hein, de l'espace à l'arrière, c'est qu'on va pouvoir mettre 3 sièges enfants à l'arrière avec ici hein, vous voyez les systèmes Isofix, et donc on peut mettre 3 sièges à l'arrière pour les enfants. C'est un modèle 3, c'est un peu plus tendu. Modèle Y on va aussi pouvoir le faire hein, donc c'est pas mal aussi. Ensuite on a un point aussi que là quand je repasse sur un modèle 3, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne plus l'avoir, c'est ces deux écrans. Donc là on voit un écran en face du conducteur, un autre écran ici hein, ça vous le savez. Cet écran là en fait il fait 17 pouces alors que sur un modèle 3 il fait 15 pouces, et en fait je m'en rendais pas compte quand j'ai récupéré la modèle S, je trouvais qu'il faisait la même taille, et en fait en repassant maintenant sur un modèle 3 je vois quand même qu'il y a une différence en termes de taille hein. Et donc cet écran là au milieu permet vraiment d'avoir les informations. Là vous voyez on a pendant un moment on n'avait plus du tout les informations qui s'affichaient hein, sur l'écran de la consommation. Là ici c'est la consommation instantanée. En appuyant ici sur les molettes on va pouvoir changer hein, pour afficher soit le média, l'horloge, et puis c'est paramétrable et tout ça, donc on l'a pas avec la modèle 3. Voilà, le prochain point, j'ai parlé des finitions parce que sur la modèle 3 c'est du cuir vegan. Ça vaut ce que ça vaut. Pour moi ça reste comme du plastique en fait, donc pas génial. Là ici on a du vrai cuir, donc tout ça c'est des sièges en cuir. Cette partie là du tableau de bord en bas, tout ça y compris la boîte à gants, c'est du cuir. Ici on a du cuir et là j'ai de l'Alcantara, donc ça c'est aussi une option par contre. Donc Alcantara ici, ciel de toit en Alcantara noir. Panneau de porte ici à l'intérieur, donc en cuir également hein, avec ici pareil des surpiqûres hein, sur le côté. Finition premium, finition carbone, ça c'est une option hein, qui était dessus, bon rien de spécial par rapport à ça, mais globalement la voiture est quand même mieux finie. Et je vous montrerai aussi, c'est des détails hein, mais en termes d'insonorisation c'est aussi un niveau dessus. On a ici les joints de la même manière que sur la modèle 3, et en fait on va voir ici un deuxième joint donc qui fait tout le tour de la porte. À l'arrière on voit la même chose hein.
On a le joint ici de la première, enfin comme sur la Model 3, et ici un deuxième joint en fait. Tout ça c'est un joint qu'on n'a pas sur la Model 3, et donc ça permet aussi d'une de limiter les saletés et de deux d'isoler, d'avoir un peu moins de bruit, d'air. Voilà. Donc ça c'est pour les points positifs. Alors, et concernant les points négatifs, bah, vous allez en avoir un certain nombre, hein. Le premier, je me suis noté les superchargeurs qui sont moins rapides. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, elle a une batterie d'abord qui est plus grosse, hein, c'est une 85D, donc avec une batterie qui fait à peu près presque 80 kWh, je dirais à peu près 77, alors que ma Model 3, elle a une batterie plus petite, hein, c'est une 60 kWh. Et donc mécaniquement elle est plus petite, elle charge en plus plus vite en vitesse de charge, elle monte à 150 voire 160 hein, pour certains utilisateurs, donc 160-150 kW, alors que celle-ci en pic, quand on arrive avec 5-10%, on va arriver pendant quelques secondes à monter à 120-130 kW péniblement. Et ensuite ça descend très rapidement. Tesla en fait a cherché plutôt à protéger de batterie en fait de ces voitures là, et donc la charge est beaucoup plus lente. Pour faire un 20-80% par exemple, il faut compter 45 minutes à peu près, 40 à 45 minutes, donc c'est plus long qu'avec une Model 3 où j'ai passé, enfin à l'époque j'avais la SR Plus hein, avec 55 kWh hein, de batterie, et je m'arrêtais 25 minutes et je repartais quoi. Donc celle-ci il faut être plus patient. Les supercharges bien sûr sont gratuites, mais il faut être patient. Donc souvent vous allez au superchargeur, vous allez voir hein, des anciennes Model S qui vont charger, mais qui vont, les gens restent rarement dans leur voiture, ils vont aller boire un coup, etc. parce que il y en a pour 45-50 minutes pour recharger jusqu'à 80%. En parallèle, je rechargeais moi très rarement jusqu'à 80%. Moi je chargeais assez pour pouvoir rejoindre en fait le prochain superchargeur. Et donc plutôt que de se forcer à charger jusqu'à 80 voire 100%, hein, je connais, il y a des personnes au démarrage, ils savaient pas, ils attendaient charger jusqu'à 100% pour repartir. En fait ça n'a aucun intérêt, parce que vous allez attendre énormément quoi. Donc je faisais des charges assez courtes, hein, de peut-être je sais pas 10 à 60%, de manière à rejoindre le prochain superchargeur 200 km plus loin par exemple. Voilà. Ensuite aussi l'autonomie, hein, parce que cette 85D elle a une autonomie, hein, si je charge à 100%, qui est à peu près affichée à 390 km. Sur la Model 3 je suis en affiché à 439, donc c'est un petit peu plus. En réalité c'est quasiment la même chose, hein. Avec celle-ci j'ai pu faire quasiment 400 km avec un plein, et en hiver 300 km. La Model 3 avec la batterie enfin 60 kWh, ça va être à peu près la même chose, hein. Ça va jouer à 20 ou 30 km, même pas. Voilà. Ensuite cette voiture, c'est une voiture de 2015, donc une voiture qui a quand même 7 ans, donc avec des faiblesses, hein, et des problèmes de jeunesse aussi, hein, notamment les poignées. J'avais fait une vidéo pour la réparation des poignées. Donc il y a plusieurs problèmes de jeunesse, on va dire, sur cette voiture. Donc j'ai cité les poignées. On a le toit ouvrant hein, qui tombe facilement en panne aussi s'il n'a pas été graissé. Et Tesla, en fait, le problème c'est qu'ils disent aux clients il n'y a pas d'entretien à faire sur la voiture, et en fait il n'y a pas d'entretien, oui, sauf que faut quand même graisser le toit ouvrant, et jusqu'au jour où il tombe en panne, et du coup il marche plus. Voilà, on a l'écran central EMCU2 éventuellement à upgrader, puisque là en fait j'ai le MCU1. Alors je dis pas que c'est lent au point que ce soit un problème. Vous voyez hein, ça reste quand même assez fluide, c'est pas hyper rapide hein. Là, vous voyez, j'appuie, faut attendre un petit peu. Quand on appuie là, c'est pas tout à fait instantané. Avec le MCU1, il n'y a pas non plus YouTube, il n'y a pas non plus Netflix. Donc si c'est important pour vous d'avoir ces deux applications, vous l'aurez pas. Et sinon, à l'utilisation, le MCU1, c'est pas rédhibitoire, quoi, hein. Il est même plutôt bien.
mais c'est plus lent que c'est sûr la Model 3 avec le Ryzen. Voilà, toujours en parlant de MCU1, l'écran, en fait, il y a un souci avec cet écran là, on peut avoir facilement des bulles. Alors je sais pas si on les voit là, mais moi je suis en MCU1 et ici en fait on a une petite bulle. C'est un défaut de conception de la voiture et du coup il y a un liquide. Ça se nettoie mais faut tout démonter. Donc moi je le fais pas, ça n'empêche pas l'utilisation, on le voit à peine. On le voit plus en journée, mais sinon ça va. Ensuite, une autre chose qui peut être un petit peu compliquée, hein, c'est si vous habitez en ville. La voiture fait quand même 5 mètres de long, elle fait presque 2 mètres de large. Et donc pour se garer, c'est forcément moins simple que la Model 3 qui est déjà assez grande, hein, fait quasiment 4,70 m. Et donc là, on rajoute encore 30 cm. Donc si vous habitez en ville, posez-vous quand même la question de est-ce que vous allez réussir à vous garer. Voilà. Un autre point concernant cette voiture, qui est de 2015 toujours, c'est qu'on n'a pas les caméras sur le côté, donc au niveau des répétiteurs de clignotants, et donc il n'y a pas non plus de sentinelle, il n'y a pas de dashcam, donc les caméras elles sont là uniquement pour l'autopilote, mais pas pour surveiller quoi que ce soit. Donc si vous avez besoin par exemple de la sentinelle, cette voiture le fera pas, il faut prendre un modèle plus récent. Et moi, comme j'avais l'habitude d'utiliser la Sentinelle avec la Model 3, c'était un manque aussi au départ. Voilà. Ensuite, un autre truc qui est là vraiment exaspérant pour le coup, c'est qu'il y a très peu de rangement sur la Model S. Sur cette Model S, je parle, il y a des Model S plus récentes maintenant, elles ont au moins ici un porte-bouteille, hein, on peut mettre ici une bouteille. Là, vous voyez que c'est une pièce et on peut rien mettre en fait, il n'y a pas de vide-poche. Ici on a juste 2 porte-gobelets, il n'y a pas de tiroir, rien du tout, donc on peut même pas ranger, ça s'ouvre pas, c'est un truc énorme mais qui s'ouvre pas. Ici j'ai pas la boîte, normalement on peut avoir en option une sorte de boîte qui permet donc de ranger des choses et de compartimenter. Moi j'ai rien, donc en fait ici vous voyez c'est juste un espace où éventuellement je pourrais mettre un sac à main par exemple. On a un tout petit espace ici pour poser un téléphone et à l'arrière c'est pareil. Même sur la Model 3 c'est mieux. Hop. Ici il n'y a pas de porte, pas de vide-poche, et derrière les sièges c'est pareil, on n'a pas de vide-poche. Ici il n'y a rien, c'est juste une coque en plastique. Donc pour les passagers à l'arrière, il n'y a rien du tout. Il y a rien à cet endroit-là. On n'a pas d'accoudoir sur ce modèle-là non plus. Donc du coup, à l'arrière, on n'a nulle part où ranger quoi que ce soit. Donc ça, vraiment, c'est pour moi un souci. Et donc Tesla a effectivement des coffres à l'avant, à l'arrière, mais pour vider ses poches c'est pas forcément évident. Voilà, un autre point que je trouve un petit peu mal foutu, alors c'est de l'ergonomie, mais alors moi je suis assez petit et quand je vais avancer mon siège dans la position pour conduire, hop, je vais mettre la clé. Alors pour ceux qui savent pas, la voiture elle fonctionne avec la key fob et quand elle n'est pas détectée, il faut la mettre à cet endroit là pour être détectée. Hop, voilà, donc là mon siège s'avance, j'étais en easy entry, donc là je me mets en position de conduite et l'accoudoir en fait il est un peu trop en arrière par rapport à la Model 3, je sais pas si on voit. Moi j'aurais préféré qu'il arrive là quoi, mais comme c'est pas réglable, l'accoudoir est un petit peu trop en arrière et je pense pour les grands il n'y a pas de souci, mais pour moi en fait je mets à peine mon coude quoi, c'est pas vraiment mon avant-bras, donc c'est pas très reposant non plus en termes de ergonomie, faut le savoir. Ensuite il faut prendre en compte également que c'est une voiture qui est plutôt luxueuse, elle coûtait plus de 100 000 € en fait à sa sortie, et donc aussi bien en termes d'assurance, c'est un peu plus cher, puisqu'avec la Model 3 là je paye à peu près 550 € par an. Avec celle-ci c'est 750 chez le même assureur, alors que bon j'ai pas plus d'accidents, tout est pareil, et donc mécaniquement elle est un petit peu plus chère,
parce que c'est considéré comme une voiture plus chère. Et également, toutes les pièces coûtent plus cher sur cette voiture. Là, j'avais un pare-choc à faire repeindre. Le moindre pare-choc à repeindre, c'est quasiment 2000 euros, quoi. Alors que, enfin, je sais pas pourquoi est-ce que ça coûte si cher. Mais globalement, tout est un peu plus cher. Donc ça, faut aussi le prévoir, parce que bon, la voiture, là, elle a 7 ans et demi. Et faut pas s'attendre à ce que quand on a une pièce à changer, ça coûte le prix d'une citadine, par exemple. Ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Et enfin, encore, c'est une voiture qui a aussi, enfin, je le répète, hein, qui a 7 ans et demi. Et globalement, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, je peux le dire comme ça, en 7 ans et demi en fait. Donc la dernière modèle 3, vous allez avoir par exemple des balais d'essuie-glace qui font quasiment pas de bruit, hein, quand ils s'activent, alors que sur la modèle S, ça fait quand même un petit bzz bzz. Donc un petit peu comme sur les voitures, hein, qui datent d'il y a 7 ans, un peu plus bruyante sur les essuie-glaces, sur les moteurs aussi. Et le moteur, quand on appuie, on entend un bruit caractéristique, hein, des moteurs électriques. Ça fait un vzz comme ça. On l'entend beaucoup plus que sur la modèle 3 en tout cas. Si vous aimez pas trop avoir ces bruits là et que vous cherchez vraiment le silence parfait, la modèle 3 sera plus silencieuse, en tout cas en ville. Par contre, sur autoroute, la modèle S elle est plus confortable, plus silencieuse, et ça c'est un point positif que j'avais pas noté tout à l'heure. Mais la modèle S sur autoroute, c'est un tapis volant, quoi. C'est très très confortable, et pourtant j'ai pas les suspensions pneumatiques, hein, sur celle-ci, mais elle est déjà très très confortable, plus confortable que la modèle 3 qui est plutôt typée sport. En comparaison, je dirais, la modèle S c'est un peu comme quand on conduit une Mercedes, hein, très confortable, alors que la modèle 3 c'est plus typé sportif, un peu comme une BMW en fait. Voilà, donc à savoir aussi quand vous allez prendre la voiture, si vous cherchez plutôt quelque chose qui est confortable ou une sorte de karting, parce que la modèle 3 quand je la prends en fait, c'est vraiment cette sensation là que j'ai, assez directe, plus légère aussi, hein. Celle-ci elle fait 2 tonnes 2, la modèle 3 elle fait 1 tonne 8, c'est déjà lourd, mais on le ressent quand même au niveau de la conduite. Voilà, donc je vous ai déjà cité pas mal de points positifs et négatifs. Il y en a certainement d'autres, mais je vais pas tous les citer non plus, hein. J'ai essayé de faire bref et citer les principaux. En tout cas, c'est une voiture que j'ai gardée, donc je l'ai eu le 2 ou 3 septembre. Et là, on est début février, donc plus de 4 mois. Et elle a vraiment répondu à mes attentes. Je suis très très content de cette voiture. J'aurais pu la garder si j'avais pas la modèle 3 finalement. En termes de fiabilité, si jamais vous partez sur une modèle S, regardez quand même. Il y a une chose en fait, on ne sait pas forcément, mais les modèles 85D, donc le D est très important. Ça correspond en fait au dual moteur en fait, donc avec les 2 moteurs et 4 roues motrices. C'est ces versions là en fait qui sont plus fiables. Celles qui datent de 2012, 2013, 2014, 85 sans le D, donc avec un seul moteur à l'arrière, hein, propulsion. En un moteur, donc d'une, elle est moins puissante, 360 chevaux à peu près, et comme elle est plus lourde, c'est à peu près les mêmes performances qu'une modèle 3 propulsion, et surtout elles sont moins fiables. Il y a la majorité en fait des soucis étaient sur ces modèles là, simple moteur avant 2015, donc 2014, 2013 voire 2012. Et donc si jamais vous partez sur ces modèles là, faites quand même attention, vérifiez que au moins ça a déjà été pris sous garantie, puisque ces voitures là ne sont plus garanties également. Moi la mienne elle est encore garantie jusqu'au mois d'août, donc qu'ils soient encore sous garantie. Et puis vaut mieux partir sur une voiture qui date de 2015 garantie, un petit peu plus cher qu'une pas garantie, où on pourra avoir des soucis. Voilà. Et toujours regarder les superchargeurs, les voitures, les modèles S qui ont les supercharges gratuites. Ce sont celles en fait qui datent d'avant mars 2017. Après mars 2017, il y a de la supercharge gratuite, par contre c'est rattaché à la voiture, donc faut faire attention, pas vous faire avoir en fait à ce niveau là pour si vous voulez la supercharge. Une autre information aussi concernant donc ces superchargeurs, donc vérifiez aussi que la voiture ne soit pas retournée sur le réseau Tesla. Une voiture par exemple qui date de 2013 qui avait les superchargeurs gratuits,
pourrait ne plus l'avoir parce qu'elle a été récupérée par Tesla. Et eux, quand ils la remettent en vente, en fait, ben, et la boîte de 2013, elle avait les supercharges gratuites, mais ils l'ont retirée en fait. Donc faites attention aussi à ce détail-là, hein, vérifiez. Et donc pour bien être sûr, je vais vous montrer, pour bien être sûr d'avoir les superchargeurs gratuits, hein, déjà le vendeur devra regarder sur l'application ici. Et à cet endroit-là, donc tout en bas, vous allez voir propriété et garantie. Et donc ici, alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une ligne supercharge gratuite. Donc là, il y a toutes les options, hein, de la voiture. On voit que c'est une dual motor, etc. Et donc là, sur ma dernière ligne, c'est bien une supercharge gratuite. Donc vérifiez bien que c'est le cas, hein, si vous cherchez une voiture à supercharge gratuite pour pas avoir de soucis et avoir une mauvaise surprise quand vous récupérez la voiture. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai dit beaucoup de choses, mais bon, j'espère que en tout cas ça pourra aider certains. Tout le monde ne va pas sauter sur une Model S. La voiture a 7 ans, 8 ans, voire plus. Donc on prend un risque, hein, d'avoir une batterie qui lâche ou un moteur qui lâche. Mais en tout cas, des personnes qui ont des 85D, c'est réputé fiable. Et il y en a qui ont 400 000 km et qui n'ont jamais rien eu à changer au niveau moteur ou batterie. Voilà, moi ma batterie, ben, elle fait encore 390 km EPA, hein, donc affiché. Et elle a une perte à peu près de 8% en fait. Donc en 7 ans et demi avec à peu près 8%, entre 8 et 10% de perte, c'est franchement acceptable, quoi. Je suis loin des 30% que Tesla prendrait en charge si jamais j'atteignais plus de 30% de dégradation. Voilà, donc ça c'est tout ça à savoir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, hein, sur cette vidéo, à commenter aussi. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.